Merci beaucoup, Côte Désiré. Je m'en vais vous introduire à la PNL, à ce salon. Et nous avons choisi comme thème les référents de la PNL. Sur quoi la PNL se fonde? C'est même d'abord quoi cette affaire de PNL? On va vous dire beaucoup de choses sur la PNL. Et on peut lire beaucoup de choses aussi sur la PNL. Certaines qui ne sont pas nécessairement glorieuses. C'est quoi la PNL? C'est quoi? Ça s'appuie sur quoi? Ça se fonde sur quoi? Donc, je vais vous parler des référents. Je ne vais pas utiliser le mot épistémologique, je ne suis pas philosophe comme la sœur, la mère. Donc, je vais dire les référents historiques, théologiques, théoriques, méthodologiques. De telle sorte qu'on sache cette affaire de PNL là, c'est quoi, comment ça fonctionne, la PNL. Donc, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de l'exorcisme, ce n'est pas de l'évangélisation, même si c'est de l'évangélisation, parce que moi j'évangélise toujours de toute façon. Mais ce n'est pas une campagne d'évangélisation que nous faisons ici. Ce n'est pas non plus de l'endoctrinement. Non. La PNL est née à l'université. On va le voir tout à l'heure. Okay? La PNL est née à l'université. Mais avant de vous parler de la naissance de la PNL, je voudrais commencer d'abord par dire un mot sur la complexité humaine. La PNL adresse la complexité humaine. On ne peut pas bien comprendre la PNL si on ne comprend pas la complexité humaine. Et j'ai un de mes maîtres, Edgar Morin. C'est peut-être l'un des plus grands intellectuels encore vivants, les plus grands savants. Il y a beaucoup d'intellectuels. Grand savant, à mon goût, hein, c'est ma carte. C'est ma carte. Ça peut ne pas être votre carte. Encore vivant sur cette terre, il a 103 ans. Edgar Morin. C'est lui qui a pensé l'éducation du XXIe siècle. C'est une commande que l'UNESCO lui avait faite, de penser l'éducation du XXIe siècle. Il a dit, la connaissance du XXIe siècle devrait être une connaissance pertinente. C'est-à-dire, c'est quoi la connaissance pertinente? C'est la connaissance de la complexité. Le monde est complexe. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est éliminé gagne la Coupe de l'Afrique des Nations? Tu comprends ça comment? Le monde est complexe. Le monde est complexe. Les choses sont et ne sont pas en même temps. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme en même temps. C'est la complexité. Vous me voyez là, je suis un homme, je suis un Africain, je suis un diacre en même temps. Il n'y a pas un moment où je suis seulement un homme, un moment où je suis seulement un diacre ou un moment où je suis seulement un enseignant. Et pareil pour nous tous. Et je vais encore aller plus loin. Je suis vertueux et vicieux en même temps. Je suis capable du meilleur et du pire en même temps. La même personne qui t'aime aujourd'hui est capable de ne plus t'aimer demain. Ne sois pas surpris, c'est que tu es naïf. La connaissance pertinente nous introduit dans la maîtrise de la complexité. La complexité humaine. L'être humain est complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. Ça veut tout simplement dire pour démêler l'humain, il faut prendre du temps. C'est pour ça que la connaissance de soi est la vraie entreprise que nous pouvons mener, nous, comme humains. Nous connaître nous-mêmes. Il y a des jours où tu te lèves le matin, toi-même, tu ne te reconnais même pas. Qui peut me dire le jour où il a eu la barbe? Moi, j'ai eu la barbe blanche, je ne sais pas comment ça fait. Je me suis levé un jour comme ça, on me dit, mais tes cheveux sont déjà blancs. Je dis, ah bon, comment? Parce que moi, je ne me connais pas. Il y a des jours où je me lève, je ne suis pas à l'aise avec moi-même. Je suis de mauvaise, je ne veux pas dire de mauvaise rumeur, comme disait quelqu'un au Cameroun, un policier. C'est une anecdote, je vais rapidement la fermer. Mon professeur de philosophie nous racontait une anecdote. On l'a stoppé. Les policiers l'ont stoppé, la circulation. On lui demande ses papiers. Ok, il donne les papiers. Pendant ce temps, il y a des gens qui passent. Mais le pauvre dit, mais stoppez aussi les autres gens qui... Vous me stoppez, moi, vous me connaissez, un pauvre professeur de lycée ici, vous me connaissez. Stoppez les autres grands là. Alors, le policier lui dit, hey, écoutez, si vous êtes de mauvaise rumeur, c'est votre problème. Hein? Bon, c'était l'humeur, il voulait dire la mauvaise humeur, pas de mauvaise rumeur. Mais c'est la complexité, on peut être de mauvaise humeur et aussi avoir la mauvaise rumeur. Donc, la complexité est importante, elle est au cœur de la connaissance en PNL. Savoir que je suis et je ne suis pas en même temps. C'est très important.
Donc ça, je vais aller rapidement parce qu'on m'a juste donné 40 minutes, peut-être même moins. Deuxième point de vigilance, après la complexité, je vais développer tout cela pendant la formation qui sera donnée le 19 au 21. La complexité, avec les outils de complexité. On n'a pas le temps de développer tout ça. Le deuxième point, c'est la bienveillance. Pour comprendre la PNL, il faut comprendre la bienveillance. La bienveillance, c'est veiller au bien. Veiller sur le bien de ce qu'on est nous-mêmes d'abord et veiller au bien de l'autre. Nous sommes des veilleurs sur les biens des autres et de nous-mêmes. Et c'est la bienveillance. Parce que si on ne rentre pas dans la bienveillance, on ne peut pas faire la PNL de manière puissante. La PNL est faite pour les gens humains, comme la sœur Pascal le disait, mais aussi les gens qui ont fait le choix du bien, de choisir le bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire le mal. Je vous ai dit, n'oubliez pas la complexité. J'ai quand même choisi le bien, même s'il arrive que je fasse du mal, mon choix fondamental, c'est de faire le bien. Donc, la bienveillance, veiller sur son bien et veiller sur le bien des autres, c'est très important. Autre point, c'est aussi avoir fait le choix de l'amour inconditionnel. La PNL nous dit, si tu veux faire la PNL, fais le choix de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a déjà une condition, ce n'est plus l'amour. Ça devient du business, là. Donc, l'amour inconditionnel. Quelqu'un n'a pas besoin d'être aimable pour être aimé. Non. Moi-même, je n'ai pas besoin de faire les bons choix pour que je m'aime. Commençons d'abord par nous aimer nous-mêmes. Hey, c'est plus facile d'aimer l'autre que de s'aimer soi-même. Hein? Ah, on va le voir plus tard. S'aimer soi-même, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, l'amour inconditionnel de soi-même d'abord, de sa propre personne, et puis des autres par la suite. Ça, c'est un autre point important. Le prochain point important à noter, on a parlé des énergies tout à l'heure. L'énergie, c'est la force vitale, ce qui me met en mouvement. Et il y a deux sortes d'énergie qui nous mettent en mouvement. La PNL te dit que chaque être humain décide d'être mis en mouvement ou de se mettre en mouvement, soit à partir de son ego, qui est l'énergie de l'ego, soit à partir de l'amour, qui est l'énergie d'amour. Donc, l'énergie de l'ego, c'est quoi? C'est un moi construit. C'est-à-dire, la société m'a construit une... C'est pour ça que méfiez-vous les gens qui chantent vos louanges. Méfiez-vous. Il faut lire le livre La tragédie du roi Christophe. Cherchez ça, vous allez voir. Méfiez-vous des gens qui chantent beaucoup. Parce que la même personne est capable aujourd'hui de chanter tes louanges et demain d'être exactement. Regardez Samuel Eto'o au Cameroun. C'est le plus aimé et le plus détesté en même temps. Les mêmes gens qui l'aiment sont les gens qui disent c'est la personne la plus détestée au Cameroun, Samuel Eto'o. C'est aussi la personne la plus aimée. Donc, parce qu'on peut faire des bonnes choses à partir de l'énergie de l'ego. Moi, avant de faire la PNL, je vivais dans l'ego à plein temps. Et je faisais de très bonnes choses. Dans ma famille, je m'occupais de 21 personnes qui étaient à ma charge. Et je leur rappelais toujours que c'est grâce à moi que vous faites ce que vous faites là. C'est grâce à moi. C'est comme ça que je fonctionnais. Mais je le faisais et je ne le faisais pas parce que je ne les aimais pas. Je le faisais parce que j'étais animé par l'énergie de l'ego. On peut faire des bonnes choses à partir de l'énergie de l'ego. C'est pour ça que Dieu lui-même, il sonde les reins et les cœurs. Nous, on ne sonde pas les reins et les cœurs. Lui, il sait à partir de quelle énergie nous faisons ce que nous faisons. Et c'est très important. Donc, maintenant, l'énergie de l'amour, qu'on appelle aussi l'énergie de l'âme, c'est quoi? C'est de choisir de faire des choses parce qu'elles doivent être faites, sans rien attendre. C'est un amour désintéressé. Le don, on donne. C'est pas facile. Parce que chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, on s'attend quand même à ce qu'ils disent au moins merci. Et ce n'est pas trop leur demander quand même. Et si vous êtes capable de faire du bien sans attendre un merci, vous êtes bloqué à l'énergie de l'amour. Est-ce que c'est facile? Je ne sais pas. Peut-être pour vous. Pour moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et quand on est dans l'énergie de l'amour, on n'est plus dans le jugement. On ne juge plus. On accueille ce qui est là. On est dans la bienveillance. On est dans le respect de l'autre. Alors, la PNL nous dit comment on fait donc pour être dans l'énergie de l'âme, l'énergie de l'amour. Bon, pour ceux qui sont chrétiens, l'évangile nous aide également, évidemment.
C'est pour ça que moi je trouve que la PNL est un outil de conversion. C'est un outil de conversion très puissant d'ailleurs. Donc on va développer ça dans une formation là. Si vous voulez, venez à la formation, on va développer ça, ok? Très bien. Autre point important aussi, pour mettre la table, c'est la pensée positive. J'ai le choix de mes pensées. Alors si je suis profondément positif dans mes pensées, alors là je vais avoir les résultats que j'escompte avec la PNL. Parce que la PNL se fait dans un cadre. Tu te prépares à être dans un cadre et ce que tu vas faire va marcher. C'est en cela que les gens disent que la PNL est tellement puissante. Mais elle est puissante lorsque vous êtes dans les dispositions pour la faire. Donc, pensée positive. C'est-à-dire, je vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Donc, c'est le choix. C'est un choix que nous faisons. Autre chose, c'est l'optimisme. Même lorsque les choses ne marchent pas comme j'espérais, je sais que ça va marcher. On a été mis à rude épreuve ces 2 derniers jours au CFCI. Vous pouvez voir là. Le setup n'est pas là. Habituellement, nos formations, on a tout le setup. On a toute une équipe technique qui vient du Cameroun. On a payé les billets d'avion, demandé le visa 10 jours avant. Ils n'ont pas eu le visa. On n'a ni oui, ni non. Ils vont à l'aéroport, on leur dit, vous ne pouvez pas embarquer. Le salon est là, ils ne sont pas encore arrivés. On est reparti à Yaoundé pour faire cette fois-ci un visa express en payant 150 000. Pour partir d'un pays africain à un autre pays africain, tu payes 3 fois le prix de ce que ça te coûte d'aller à l'Occident. C'est ce que ça nous a coûté. Et le billet d'avion, les billets d'avion, les 3 billets d'avion ont été annulés. Donc nous avons acheté d'autres billets d'avion. Si je n'avais pas découvert la PNL, j'aurais dit laissez l'affaire là. Moi, je ne fais plus cette affaire là. Parce que ça va te chercher à l'intérieur de toi. C'est une grosse injustice. Perdre les billets d'avion, perdre les visas, refaire pour nos jeunes qui arrivent. Ils seront là demain au salon parce qu'ils embarquent aujourd'hui. Donc, mais la PNL nous a aidés. On s'est dit, Cyril, soyez optimiste. Et puis j'ai aussi été aidé par les PNListes comme la sœur Ella qui m'a coaché hier. Elle me dit, ferme les yeux, respire. Elle a commencé à parler, elle me dit, voilà, ça va marcher. J'ai dit, d'accord. Les sœurs qui PNListes, tout comme tout à l'heure, la mère m'a... C'est ça la PNL. C'est vraiment savoir gérer ses émotions aussi. C'est très important. Donc l'optimisme. Alors, nous avons choisi au CFCI une figure pour incarner la PNL. Ce n'est pas par hasard que la sœur Pascaline a lu le grand discours de Nelson Mandela le jour de son intronisation. Mais Mandela a incarné la PNL. Je ne sais pas s'il avait fait la PNL. Certainement, quand on est quand même 27 ans en prison, on peut lire beaucoup de livres, y compris les livres de PNL. Je suppose qu'il a dû rencontrer la PNL. Et comme c'était un homme très cultivé, ça ne m'étonnerait même pas qu'il ait fait la PNL lui-même. Parce qu'il a vécu la PNL. C'est quand on a fait la PNL qu'on peut non seulement pardonner à celui qui t'a gardé en prison, mais faire de lui ton vice-président. C'est important ça, non? Donc, Mandela, c'est comme notre mentor spirituel au CFCI. C'est notre mentor, c'est notre grand-père. On regarde toujours le visage rassurant de Madiba. On se dit, si lui l'a fait, nous pouvons nous aussi le faire. Et notre génération a besoin de Mandela, chacun dans son domaine. Un Mandela dans la famille, un Mandela dans la communauté, un Mandela dans l'école, peu importe, on a besoin. Donc c'est notre mentor spirituel. Ça, c'était pour mettre la table. Maintenant, d'où nous vient la PNL? Quel est son contexte historique? La PNL émerge dans les années 70. Les années 70 ont été influencées par les années 60. Et les années 60 sont des années très importantes parce que nous sortons de la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Pour bien comprendre la PNL, il faut penser d'abord à la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'on sort d'une guerre, peu importe la guerre, je sais que ce pays a souffert, lorsqu'on sort d'une guerre, il faut reconstruire, pas seulement les bâtiments, mais les cœurs, les relations humaines. C'est difficile. C'est comme ça que les gens commencent à réfléchir. Comment faire pour réconcilier les cœurs, pacifier les âmes, pour que les gens réapprennent à vivre ensemble. Les gens qui se sont détestés. Comment on fait ça? Le contexte, c'est l'après-guerre.
Et le deuxième contexte après la guerre, c'est celui de la décolonisation des États en Afrique. N'oubliez pas, c'est dans les années 60 que tous les pays d'Afrique, la plupart des pays d'Afrique en tout cas, ont commencé à dire, mais nous aussi on peut quand même prendre nos affaires en main. Donc c'est un moment d'émergence, l'émergence de cette autonomie. Les gens, le mot autonomie même a commencé à être utilisé. Les gens veulent prendre leur destin en main. C'est aussi dans l'église, ces années 60 là, qu'un bon pape, un monsieur tout rond comme ça, Roncalli, le pape Jean XXIII, a convoqué le concile. Il est même mort avant la fin du concile. 1962-1965, concile Vatican II, il a dit ouvrez quand même un peu les fenêtres, monseigneur, pour que un peu d'air entre. C'était ça l'idée du concile Vatican II. Et tout ça, c'est important de mettre tout ça bout à bout pour comprendre le contexte de l'émergence de la PNL. Et en Europe, surtout en France, la jeunesse européenne voulait respirer avec mai 68. Interdit d'interdit, libérez-nous, on veut exister quand même. On ne veut plus être sous tutelle de. Les gens voulaient leur indépendance, leur autonomie. Donc la PNL est née dans ce terreau. Et comme le pays qui était le pays phare à cette époque, qui avait fait gagner la guerre et qui avait financé la reconstruction d'après-guerre, c'est les États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a commencé à émerger au sein de l'intelligentsia un mouvement de réflexion sur comment on peut penser l'humanité pacifiée. Alors, il y a eu une grande université en Californie, à Santa Cruz en Californie, et à l'intérieur, il y avait une école, l'école de Palo Alto. L'école de Palo Alto, où il y avait des intellectuels très, très brillants qui réfléchissaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui les think tanks. Les think tanks sont les cercles de réflexion. Les gens réfléchissent sur les thématiques, sur les problématiques, sur les enjeux. On dit, on va commencer à réfléchir. C'est comme ça qu'aux États-Unis, il y a eu cette réflexion. Donc, il y a un jeune qui était étudiant à l'époque, le fondateur de la PNL. Lui, il fait sa thèse de doctorat en psychologie. Alors, quand vous voulez faire une thèse de doctorat, vous avez besoin d'un directeur de thèse. Alors, il cherchait un directeur de thèse. Lui, il était psychologue. Le jeune, c'est Richard Bandler. Et il avait en même temps étudié la cybernétique. Vous allez comprendre pourquoi on utilise des mots comme programmation. La cybernétique, c'est l'informatique, c'est l'ancêtre de l'informatique. On parle encore des cybercafés, cyber, tout ça. Ça, c'est la cybernétique. Donc, il avait étudié ça et la psychologie. Sauf qu'il lui fallait un directeur de thèse. Et il a trouvé un directeur de thèse qui était un linguiste, la linguistique. Un psychologue qui en même temps est informaticien est accompagné par un linguiste. Ça ne peut donner que la programmation neurolinguistique. Parce que le directeur de thèse a influencé son étudiant. Son étudiant est venu avec son sujet. Et la question de recherche de son étudiant, c'était quelle est la différence qui fait la différence entre les gens qui ont du succès et les personnes qui n'ont pas de succès? Quelle est la différence qui fait la différence? Il y a quelque chose que les personnes qui ont du succès font, que les autres ne font pas. Ils ont un comportement. Alors, il a voulu rechercher ce qu'on appelle les patterns. Les patterns, c'est les traits de ressemblance, les choses, les récurrences, les choses qui reviennent chez les personnes qui ont du succès. Il s'est rendu compte que ces gens-là, ils font presque les mêmes choses. Hein? C'est pour ça qu'un chanteur du Zouglou avait dit, on n'est jamais premier par hasard, le progrès ne se vend pas au marché. Oui, il y a quelque chose qui fait que ceux qui ont du succès ont du succès. Ce n'est pas un hasard. Alors, ils ont donc commencé à travailler là-dessus et ils ont modélisé les premières personnes qui ont été modélisées, c'était les universitaires de l'université, les grands universitaires de l'époque, comme le grand psychologue Milton Erickson. Il a été modélisé. Virginia Satir, qui était une très très grande communicatrice, elle a développé la thérapie familiale. Très 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 grande intellectuelle. Et un autre Fitzpulse, lui c'est la Gestalt thérapie. Donc il a modélisé les trois pour voir qu'est-ce qui fait que ces gens-ci ont autant de succès. Parce que ces grands profs-là, quand ils donnaient leurs cours, les étudiants étaient dans les fenêtres, partout pour les écouter. Et ils avaient un impact sur les gens. On dit, mais comment ils font? Alors que les autres enseignent, il n'y a pas un impact.
Mais eux, quand c'est eux, tout le monde veut les écouter. Il y a quelque chose. Alors, ils ont donc modélisé ça. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, en PNL, on a des techniques. Les techniques, c'est on te montre comment les gens qui ont réussi des choses ont fait. Par exemple, Walt Disney. Vous connaissez Walt Disney. Walt Disney, ce monsieur, comment il a fait pour devenir le grand roi de l'entertainment pardon? Voilà, les dessins animés, les divertissements, voilà. Comment il fait? Vous voyez, on a modélisé beaucoup de gens comme ça. On a même modélisé Jésus. On l'a modélisé aussi. Oui. Mais et demain, on va modéliser 3 personnes. Pateo, que vous connaissez, Akissi Delta et Monseigneur Emmanuel Mbok, qui est venu du Cameroun. On va les modéliser demain pour voir qu'est-ce qu'ils font. Comment font-ils pour faire ce qu'ils font? Parce que Madame Delta Akissi, elle n'est pas allée à l'école. Hein? Elle n'a pas fait l'école. Mais aujourd'hui, elle réalise les films qui sont partout dans le monde, vus partout. Comment elle fait ça? Comment Pateo fait? Il a quitté son Burkina Faso, il est venu s'installer en Côte d'Ivoire, jusqu'à devenir couturier des chefs d'État. Il a habillé Nelson Mandela, par exemple. Comment il fait? Monseigneur Emmanuel, un prêtre qui vient d'un petit village au fond du Cameroun, aujourd'hui réalise, je vous ai dit qu'il construit même les routes, les ponts, toutes sortes de choses. Comment il fait? Donc voilà qui est là. Comment il fait pour faire ce qu'il fait? Parfois, eux-mêmes ne savent pas comment ils font, parce que ce n'est pas leur préoccupation. On aurait pu modéliser également ici. Il y a un monsieur ici qu'on appelle monsieur Clément Akobe. Mais comment un laïc peut créer un congrès, une grosse communauté où il y a les prêtres, les sœurs, les laïcs et tout, et ils sont partout. On peut modéliser et voir. Il y a quelque chose, les patterns. Donc, la modélisation, c'est un outil puissant, on va le voir demain. Et c'est au cœur de la PNL. Donc, voilà donc le contexte historique que je vous ai présenté, d'où naît la PNL. La PNL naît dans les années 70 aux États-Unis et la PNL a des référents méthodologiques. Le premier référent méthodologique, c'est son socle. Le socle théorique de la PNL, c'est le constructivisme. Le constructivisme nous dit quoi? Il nous dit que la réalité est un construit. Je construis la réalité. Parce que si je ne fais rien, rien ne sera fait. C'est bien de prier, c'est aussi bien de travailler. Ora et labora. Ne prie pas seulement, après, lève-toi, va travailler. C'est comme ça qu'on va. Donc, parce que nous construisons la vie, c'est nous qui. Ce bâtiment a été construit. Notre vie est construite. C'est-à-dire, je suis devenu diacre pas parce que l'évêque est venu me chercher dans ma chambre pour m'ordonner. J'ai fait quelque chose pour arriver là. Oui, Dieu m'a choisi, moi aussi j'ai quand même contribué. Et c'est le constructivisme. Donc c'est très important. Et il n'y a pas de réalité vraie pour tout le monde. Chacun construit sa réalité. Il n'y a pas de réalité vraie pour tout le monde. Donc je n'ai pas à te combattre parce que c'est ta réalité qui n'est peut-être pas la mienne. Donc ça c'est très 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 important. Et le deuxième socle philosophique, c'est la psychologie humaniste, qui nous dit tout simplement que chaque être humain désire le bien. Chaque être humain est capable du bien. Chaque être humain est doté des potentialités pour réaliser le bien, pour réaliser ce qu'il veut. Chaque être humain. Il n'y a personne qui ne peut rien faire. Ça n'existe pas. On est tous capables. Alors, si nous pensons que ça tient la route pour nous, alors là, la PNL peut nous intéresser. Et les référents pédagogiques de la PNL, c'est-à-dire comment on enseigne la PNL, comment ça s'enseigne, comment ça s'apprend. La PNL, la PNL s'enseigne en respectant ces 3 niveaux d'apprentissage. Vous voyez, le premier niveau d'apprentissage, c'est j'apprends. C'est la connaissance théorique de base. La capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. Ah, il y a là qui ont dit Abidjan là. Faux! Même si c'est la complexité. Elle dit chez nous, quand on dit capitale, c'est là-bas où le président dort. Mais ici, là, la capitale, ce n'est pas du tout là-bas où il dort. Hein? C'est la complexité. Ne cherchez pas à comprendre, c'est la complexité. Donc, le premier niveau, c'est apprendre. Et l'école du 18e, 19e siècle, l'école de les indépendances, se limitait au premier niveau.
où il fallait que les gens apprennent à bien parler, apprennent à réciter des choses. En fait, c'était de l'information approfondie. Alors, on peut rester au niveau 1 jusqu'au niveau doctorat. C'est-à-dire, on apprend, tout simplement. J'apprends. Et après, quand on pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? On ne peut pas répondre. En Amérique du Nord, là, on ne m'a jamais demandé mes diplômes un jour. Parce que c'est comme si le diplôme est largement secondaire. Ce n'est pas le plus important. C'est ce que tu es capable de faire. Quand je leur avais dit que je peux enseigner la théologie, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont embauché pour enseigner la théologie. Ça me demandait mes diplômes de théologie. Ils m'ont dit, fais-nous les scripts, fais-nous une proposition de cours que tu vas donner. Ah, quand j'ai envoyé, ils m'ont dit, tu commences, tu vas enseigner. Et j'enseigne. 7 ans, je continue à enseigner. Ils auraient pu me demander mon diplôme, ils ne m'ont pas demandé ça. Donc, parce que si tu restes au premier niveau, le niveau apprendre, tu auras la difficulté. Parce que le deuxième niveau, il devient le niveau, c'est un niveau supérieur, c'est apprendre à apprendre. C'est là où la PNL intervient. La PNL, c'est ce qu'on a appelé ici, je vais revenir. L'expérimentation, c'est le deuxième niveau. Ça dit, j'apprends à apprendre, j'expérimente ce que j'apprends. Un infirmier ne peut pas être infirmier s'il n'a pas, après avoir lu les livres, après avoir écouté son enseignant, il va au chevet du malade, s'occuper du malade. Ce n'est que comme ça qu'il peut devenir infirmier. C'est l'expérimentation. C'est l'expérimentation. Et dans la plupart des écoles de formation aujourd'hui, on a introduit les stages. Parce que le stage, c'est pour expérimenter ce que tu as appris. Le prêtre n'est pas celui qui sait lire le missel. C'est celui qui a expérimenté quelque chose. Donc, ça, c'est le deuxième niveau d'apprentissage. Le troisième niveau, qui alors, c'est la PNL qui nous amène là-bas. C'est apprendre à apprendre à apprendre. C'est la modélisation. C'est-à-dire, je suis capable d'extraire un savoir qui est chez quelqu'un ou une compétence chez quelqu'un et m'en approprier. Si mon ami fait quelque chose qu'il excelle dans un domaine, au lieu de le jalouser, je peux tirer ce qu'il fait. Je peux apprendre de ce qu'il fait et m'en approprier et moi aussi faire ça. C'est comme ça que les grandes écoles d'ingénieurs ou les grandes universités fonctionnent. On a l'impression que tout le monde est brillant là-bas. Non, c'est le système qui est brillant. Ce n'est pas les personnes qui sont brillantes. Si tu rentres là-dedans, toi-même, tu deviens brillant. C'est comme quand vous voyez le Arsenal ou bien le Barça jouer, ou le Real Madrid. C'est comme si tout le monde est grand joueur là-bas. Mais oui, parce que le système est comme ça. Quand tu rentres là-dedans, allez, tu seras un bon joueur. Ils ont mis un système là. C'est la modélisation. Et la modélisation est utilisée en sport. On modélise les personnes qui ont du succès. Ils excellent. C'est très important. OK? Est-ce que jusque-là, il y a questions, commentaires avant que je continue? C'est bon? S'il vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre. OK? Parce que ça, je mets la table. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, tout le reste qu'on va faire là, vous allez comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qui fait que ça soit comme c'est là. OK? Alors, la PNL est fondée sur un premier outil. Parce que la PNL, c'est les outils et les techniques. Le premier outil que je vais vous présenter rapidement, c'est l'index de computation. Cet index de computation, il t'explique comment les gens se comportent comme ils se comportent. Comment les gens se comportent comme ils se comportent. Vous voyez, parfois quelqu'un se comporte, tu ne comprends pas comment il se comporte comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il se comporte? Alors, c'est que nous pouvons vivre une même réalité, ne pas réagir pareil à la même réalité. Oui. Il y en a, quand on tape sur la tête, ils baissent la tête. D'autres, quand tu tapes sur la tête, ils la lèvent pour toujours. Et je pense que c'est comme ça que nous, Africains du 21e siècle, nous devons être. Quand on tape sur la tête, on la lève pour toujours. Parce qu'avant, quand on tapait, on la baissait. Aujourd'hui, on la lève. Et c'est important. D'ailleurs, pourquoi taper d'abord sur notre tête même d'abord? Qui va d'abord taper même? Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, chaque être humain, ces trois quartiers-là, ces trois composants-là, c'est notre fonctionnement. Chaque être humain a des comportements qui sont influencés par ses émotions et ces émotions sont influencées par sa pensée. Donc, la tête, c'est les trois cerveaux, hein? La tête, le ventre et puis les bras.
Donc, ma tête, ce qui est dans ma tête sont mes pensées. Ces pensées influencent mes émotions. Et ces émotions influencent mon comportement. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait des croyances limitantes. Les pensées et les croyances, c'est la même chose. Si je pense que je suis un vaurien, je vais avoir les émotions, les sentiments d'un vaurien. Je vais me comporter comme un vaurien. Tout se joue là-dedans. C'est pour ça que moi, je parle souvent de PNL comme un outil de décolonisation mentale. C'est là-dedans qu'il y a les chaînes. Ce n'est pas ailleurs. Hein? Vous allez voir les gens, ils font les mêmes études dans les mêmes universités, mais quand ils sortent, il y en a qui pensent qu'ils ne sont capables de rien, d'autres qui pensent qu'ils sont capables de tout. La différence est juste là. Donc, c'est ce qu'ils pensent. Donc, nous, dans cet outil-ci, on ne va pas rentrer en profondeur sur cet outil. C'est un outil où on peut travailler là-dessus pour que vous compreniez. Et même quand vous accompagnez les gens, vous pouvez les accompagner à partir de là. Donc, ça, c'est une bonne... c'est un outil de référence. Okay? Donc, mon comportement dépend de mes émotions et de mes pensées. Mes pensées influencent mes émotions, mes pensées influencent mon comportement influence mes pensées, mon comportement influence mes émotions, etc. Donc, c'est itératif, c'est-à-dire ça va dans les deux sens. La pensée influence les émotions influencent les pensées. Le comportement influence les pensées influencent le comportement. Les émotions influencent le comportement influence les émotions. Bon, ça c'est... Maintenant, l'autre référent fondamental PNL, c'est ce qu'on appelle les postulats de PNL. Tout à l'heure, un collègue disait la carte n'est pas le territoire. Oui, parce que la PNL, c'est des croyances, hein? C'est des postulats. C'est-à-dire, c'est des vérités que nous prenons à notre compte pour comprendre la suite. Et le premier postulat, c'est que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire, ma représentation d'une réalité n'est pas la réalité. Ce n'est que ma représentation. Et chacun a sa représentation. Ce n'est pas la réalité. C'est pour ça qu'on dit, je vais te dire la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi? C'est ta réalité. Dis-moi quelque chose. Je respecte cela. Mais respecte aussi ma réponse. Parce que j'ai ma représentation de la réalité comme tu as la tienne. La carte n'est pas le territoire. Avoir entre les mains la carte d'Abidjan n'est pas avoir Abidjan entre les mains. Ce n'est pas Abidjan que tu as entre les mains. Tu n'as qu'une carte. C'est une représentation. Okay? Le deuxième postulat, c'est que les limites sur lesquelles nous nous butons ne sont généralement pas à l'extérieur, elles sont à nous. C'est nous-mêmes qui nous limitons. Parfois, il n'y a rien devant. Parfois, devant, même il n'y a rien. C'est nous qui nous limitons. La preuve, il y a des gens qui osent et réussissent. Docteur Clément, l'audace. Obama a écrit son livre The Audacity of Hope, l'audace d'espérer. Oui, les Anglais disent dare to dare, ose oser. Parce que les limites là, c'est ici. Et c'est tellement difficile pour beaucoup. Parfois même tu convaincs quelqu'un qu'il a le pouvoir, il te dit non, je n'ai pas le pouvoir. Tu dis tu as dit non, je n'ai pas. Ah, tu vas faire comment avec quelqu'un comme ça? Laisse-le seulement, il n'a rien. Puisqu'il n'aura jamais le pouvoir sans qu'il n'aura pas reconnu qu'il a le pouvoir. Il y en a qui ont sous-traité leur vie tout simplement. À quoi? À tout, sauf à eux-mêmes. À tout le monde, sauf à eux-mêmes. C'est-à-dire, on souffle à gauche, il va à gauche. On souffle à droite, il va à droite. Il est là comme ça. Non. Il faut reprendre les choses en main. Et c'est important, les limites ne sont pas. Troisième postulat, c'est préférable de savoir comment ça marche que pourquoi ça ne marche pas. Nous, en PNL, ne posons pas les questions pourquoi ça ne marche pas. Parce que le pourquoi me renvoie dans le passé, dans la culpabilité, dans les accusations. C'est tel. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi l'Afrique n'est pas développée? C'est à cause de l'esclavage, c'est à cause des Blancs, c'est à cause de Macron, c'est à cause... On va accuser tout le monde, mais qu'est-ce que ces gens font? Qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui ici? Ici, à Dream Space, il n'y a pas un esclavagiste ici qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire ici. C'est moi-même qui va choisir de faire ou de ne pas faire.
Alors, si je suis dans le pourquoi, je vais chercher les boucs émissaires. Je vais accuser mes parents. Je vais accuser mon supérieur. Je vais accuser les évêques. Oh, les évêques. On vous accuse souvent beaucoup de choses. Yako. On va accuser tout le monde. Alors que c'est nous-mêmes. Si je ne suis pas heureux, c'est parce que je n'ai pas choisi d'être heureux. J'ai choisi d'être malheureux. C'est moi qui choisis. C'est important. Alors, autre postulat, nous faisons toujours le meilleur choix. Ça veut dire, même si vous voyez deux flèches là, quelqu'un va à gauche, l'autre va à droite. Ne dis pas que parce que toi tu es allé à gauche, celui qui est allé à droite, lui n'a pas fait le bon choix. Non. Nous faisons toujours le meilleur choix. Chacun fait le meilleur choix. Nous sommes dans cette salle avec plusieurs états de vie. On a des célibataires, on a des consacrés, on a des mariés, on a peut-être, on a même peut-être les polygames aussi, je ne sais pas, j'espère, oui, bon, peut-être, oui, puisqu'on peut aussi avoir les polygames. C'est le bon choix toujours. Parce que la PNL nous dit ça. N'oubliez pas ce qu'on a dit au début, non-jugement, respect, etc. Parce que chaque être humain fait toujours il n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi il a fait le choix qu'il a fait. Parce que chaque être humain, au fond de lui, là, fait toujours le meilleur choix. Au fond de lui. Et on ne peut comprendre ça que lorsqu'on est dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, on peut rentrer en une relation authentique avec la personne et comprendre son choix. Et après, elle nous dit, multiplier les choix. Plus tu as de choix, plus tu as de possibilités de réussir. Donc, on ne fait pas qu'une seule chose. On dit à ma langue qu'on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. On ne sait jamais. Tu mets un peu là, tu mets un peu là, tu mets un peu là. La PNL te montre comment tu peux faire, diversifier. D'ailleurs, moi je suis un entrepreneur et entrepreneuriat, on dit qu'il ne faut pas avoir une seule source. Même si j'ai une entreprise qui marche, je vais créer une autre à côté. Même si elle ne marche pas bien, elle est quand même là. Celle qui marche là, on peut la fermer. Il faut quand même que le lendemain, je sorte quand même pour travailler, non? Donc c'est important. Autre postulat, ça c'est un postulat qui fait souvent jaser. Derrière chaque comportement, derrière chaque pensée, derrière chaque émotion, il y a toujours une intention positive. Quel que soit ce que la personne fait, il y a toujours une intention positive derrière. Il y a toujours une intention positive. Question et réaction du public. Si vous ne réagissez pas, c'est que c'est la première. Depuis que j'enseigne, on ne réagit pas. Je réagis sur le précédent postulat. Lorsque vous dites on fait toujours le meilleur choix, j'ai quand même une inquiétude. Est-ce que tous les choix qu'on mène sont toujours bons? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de relativisme? C'est d'ailleurs lié à ce que vous venez de dire. Le choix d'être voleur, par exemple. Là, nous sommes dans un jugement là. Ouais. Nous, on a fait le choix d'être dans le non-jugement. Parce que le juge va juger. D'ailleurs, qu'on nous dit que jusqu'à ce que la personne soit condamnée, elle est présumée innocente. Donc, je comprends très bien. Là, tu vas mettre dans les catégories morales. Je ne voulais pas rentrer là-dedans, dans les catégories morales. Je voulais rester dans la PNL. Parce que la PNL, si elle rentre dans les catégories morales, elle se perd un peu. Maintenant, chacun va l'utiliser. L'utilisation. Moi, quand, par exemple, oui, là, je suis d'accord avec toi. Mon éthique personnelle et mon positionnement, mes valeurs religieuses font que, oui, évidemment. Sauf que quand j'enseigne la PNL, moi, je dis que celui qui a fait un choix a fait toujours le meilleur choix. Pour lui. Parce que le choix est stratégique. C'est en fonction de ses intérêts, la personne. Il y en a qui... Il vous dit une chose, hein. Si mes enfants ont fait 3 jours sans manger, j'entre là maintenant, là, je vois la nourriture, là, je vais voler, je vais donner à mes enfants qui mangent. J'ai fait un bon choix. Et je dors, je me réveille, je ne me repose rien. Parce qu'il y a eu un intérêt supérieur qu'il fallait combler. Donc j'ai fait pour moi, c'est pour moi, le meilleur choix. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose que j'ai faite. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas volé. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début, la complexité. Rappelez-vous tout ce que j'ai dit là, ça se tient au... L'être humain qui en même temps va vous dire ne volez pas, peut voler. Que ça ne vous surprenne pas.
L'être humain qui vous dit ne volez pas peut voler. Mais il peut voler. D'ailleurs, même qu'il va voler. Puisqu'il est un humain. C'est très complexe. Donc, peut-être qu'avançons, on va. Il n'est pas convaincu. Mais la mère, c'est pendant la formation qu'on peut rentrer en profondeur. Donc, si je dis tout ici maintenant, on va encore faire comment? Merci. Je suis Agoubli Kwasi Darius. Je voudrais dire que au moment où notre maman pose la question, ça relève toujours de la complexité. Parce que le choix que nous faisons, maintenant que nous faisons le choix, maintenant que nous sommes en train de faire le choix, puisque personne ne peut choisir de mourir. Personne ne peut choisir de mourir. Maintenant que nous faisons le choix, nous pensons jusqu'au moment T que le choix là est bon. Jusqu'à ce que demain, après-demain, nous nous rendions compte que le choix que nous avons fait n'est pas bon et nous commençons à nous remettre en cause pour trouver le meilleur choix. Donc je pense qu'au moment où nous faisons le choix, personne ne peut choisir de manger du poison et puis mourir du coup. Mais pour moi, le choix que nous faisons jusqu'au moment T est bon, jusqu'à ce que nous en apercevions que ce n'est pas un bon choix, que nous décisions de changer et d'améliorer. Ok, merci. Super, excellent. Oh. Mais on va y revenir. Ok. Oh. Derrière chaque comportement, pensée, émotion, il y a toujours une intention positive. Ce que nous disons ici, c'est que chaque être humain fait toujours le choix qui est bon pour lui. Et c'est ce que le collègue était en train de dire. En ce moment-ci, ce qu'il fait est ce qu'il juge bon à faire. Le résultat peut être que ce n'est pas ça. Mais ça ne change rien au fait que lui, il pensait que c'était la bonne chose à faire. Pensez à la légitime défense. Pensez à la légitime défense. Je pense que même dans notre enseignement social, on parle de cela. Pensez à la légitime défense. Ce que tu vas faire, poser comme acte, peut être même un acte criminel. Mais derrière, tu as voulu sauver ta vie ou sauver la vie des tiens. Si vous rentrez dans votre maison le soir, vous trouvez quelqu'un avec une arme en train de menacer votre famille et que vous avez une arme entre vos mains, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à pleurer? Vous faites quoi? Ça dépend. Ou alors il vous pointe l'arme. Qu'est-ce que vous faites? Ah, moi j'ai un confrère qui est déjà, il est aumônier militaire. Ils vont souvent. Et il est au Canada. Parfois ça arrive que ça peut arriver. Donc il y a une intention positive derrière. N'oubliez pas la complexité. Moi je ne dis pas, je ne suis pas ici en train juste de dire ce qui devrait être. Non, je dis ce qui est. Chaque être humain. Ce qui devrait être peut être différent. Ok. Autre postulat, on ne peut ne pas communiquer. Parce que la PNL, c'est une approche de communication. On est toujours en train de communiquer. Toujours. D'une manière ou d'une autre. Nous tous qui sommes là, nous sommes en train de communiquer. Et on communique de diverses manières. On peut communiquer en utilisant les mots. On peut communiquer sans utiliser les mots. Il y a la communication paraverbale. Parfois, même on utilise des mots, mais l'intonation change. C'est aussi une forme de communication. Postulat que j'aime beaucoup. Toutes les ressources sont dans la personne. La PNL te dit que chaque être humain a tout en lui pour atteindre l'objectif qu'il va atteindre dans sa vie. Ce n'est pas ailleurs, c'est en toi. N'oubliez pas le psaume 8, excusez-moi, la carte n'est pas le territoire, donc je vais utiliser la carte que je connais un peu plus. C'est la parole de Dieu. Le psaume 8 dit quoi? Dieu nous a créés juste un peu moins que lui, nous couronnant de gloire et d'honneur. Il a mis toutes choses à nos pieds.
Ça veut dire qu'on a toutes les ressources en nous. Tout. Tout. C'est pour ça que les êtres humains font des choses extraordinaires. Quand tu es dans un avion là, ce n'est pas le bon Dieu qui est venu créer l'usine là et faire l'avion. Hein. C'est des humains comme toi et moi qui l'avons fait. C'est des gens qui ont cru à un moment donné qu'ils pouvaient agir de manière décisive sur le destin de leurs semblables. Aujourd'hui, on peut partir de l'Amérique pour l'Afrique en quelques heures. On est arrivé, on fait ce qu'on a fait, on rentre. Mais ça, c'est parce que les gens ont cru qu'ils avaient en eux les ressources. Mandela peut pardonner à ses bourreaux parce qu'il a en lui toutes les ressources. Gandhi peut lutter sans armes. Gandhi, il a lutté sans armes, non-violence, pieds nus, comme ça. Il a défait les gens qui avaient les armes. C'est parce qu'il sait qu'en lui, il a toutes les ressources et il a trouvé ça. Donc, c'est important pour nous de réaliser le pouvoir que nous avons. Mandela dit, mais tu as tout le pouvoir. Qui es-tu pour ne pas être brillant, excellent? Qui es-tu pour ne pas l'être? Parce que les gens se disent souvent, ah, moi je suis qui même pour briller? Mandela retourne la question en disant, qui es-tu pour ne pas briller? Et il répond en disant, tu es un enfant de Dieu. Tu as été créé pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en toi. Elle n'est pas seulement chez quelques élus. Il n'y a pas des élus plus que les autres. Non, nous avons tout ça. Sauf qu'il y en a qui ont décidé de prendre leur talent, d'enfouir, de rester tranquille. De dire qu'on va faire comment? Comme on dit au Cameroun, on va faire comment? Et là, pendant 40 ans, on nous martyrise. On va faire comment? Je dis ça, je ne dis plus rien. Parce que mon Seigneur, là, il risque de rentrer au Cameroun, dire qu'on est venu gâter le bon nom du Cameroun ici. Alors, autre postulat qui dit, lorsqu'une personne ne dispose pas des ressources dont elle aurait besoin, elle possède la capacité de les avoir. Est-ce que vous comprenez ça? Même s'il arrive que tu n'as pas une ressource, tu as la capacité de l'avoir. Souvent, il vous arrive comme ça, vous êtes dépourvu. La solution est là. Utilisez seulement les ressources que vous avez, parce que vous avez en vous toutes les ressources. Tout. Il n'y a pas une ressource que vous n'avez pas. Tout ce qui appartient aux humains est pour les humains et est à la portée des humains. Et c'est à nous de prendre conscience de ça. Je pense que ces postulats-ci, enseigner à notre jeunesse, va aider notre jeunesse à prendre vraiment les choses en main. On est capable de transformer tout. Mais bien sûr, je suis allé en vacances à Cancún le mois dernier. Cancún, c'est une ville balnéaire au Mexique. En 1970, cette ville n'existait pas. Il y avait 100 pêcheurs, les pêcheurs, petits pêcheurs là. Alors le gouvernement du Mexique a décidé d'en faire une place balnéaire de standard mondial. Et quand vous allez maintenant à Cancún, pour ceux qui sont déjà allés là, vous allez voir. Les hôtels sont alignés comme ça sur les kilomètres. 4-5 étoiles, 4-5 étoiles. Ben, c'est parce qu'il y a une décision qui a été prise par des personnes de faire que Cancún soit Cancún. Sinon, Cancún n'est rien si on enlève les hôtels là-bas. Ben, c'est une décision qui a été prise. Donc, c'est important que nous soyons conscients et la PNL nous donne des outils pour nous charger, pour nous bétonner, pour qu'on soit robuste afin d'obtenir les résultats que nous voulons pour nous et pour notre communauté. Autre chose que la PNL nous dit, c'est que le niveau inconscient est plus important que le niveau conscient. Je vais expliquer. La PNL parle de... Alors, le niveau... Je vais schématiser, sous le contrôle des philosophes qui sont là. Vous voyez notre cerveau que vous voyez là. De manière très très grossière, on peut le diviser en deux. Il y a une partie qui garde les informations qui sont rapidement accessibles à nous. On appelle ça la conscience ou le conscient. Il y a une autre partie qui est comme la boîte noire de l'avion, où on garde tout. C'est là. Depuis que tu as été conçu dans le ventre de ta maman, tout ce que tu as appris est là. Tout. Rien n'est perdu. Rien. Et chaque jour, nous avons des milliards d'informations que nous captons. Elles vont se loger, ces informations, dans notre inconscient. Parce que s'il n'y avait pas l'inconscient, on deviendrait tous des fous. Comment tu vas garder un milliard d'informations de manière consciente? Tu vas devenir fou, ça va bugger. Alors, il y en a qui vont se garder, vont ranger là-bas. Et 30%
de ce que je sais qui est accessible est dans la conscience. Les 70%, c'est dans l'inconscient. Il faut aller les chercher là-bas. Beaucoup de gens n'ont pas réussi n'ont pas été entraînés à se connecter à leur inconscient. Regarde, c'est comme si on te donne un chèque de 100 000 francs. Et tu n'utilises que les 30 000, les 70 000, tu n'as même pas accès. Et beaucoup de gens traversent la vie comme ça sans accéder à leur inconscient. Là-bas, il y a toutes les informations. Et c'est là-bas qu'on trouve toutes les ressources. Depuis que je suis né, tout ce que j'ai appris est là-bas. Alors du coup, j'ai appris tout ce qui me permet de vivre et réussir dans ma vie. C'est là. Seulement si je ne suis pas en contact avec ce niveau inconscient, je vais fonctionner seulement avec 30% des ressources. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dépourvus alors qu'ils ont tout. Et si c'était l'image de l'Afrique qui a tout, et qui finalement n'a pas grand-chose. Ok? On va terminer bientôt. Le sens de la communication est dans la réponse qu'elle déclenche. La PNL te dit qu'en communication, là, ce qui est important, c'est ce que l'autre a compris de ce que tu as dit. Ce que je vous dis là, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que toi, tu vas retenir de ce que je vais dire. Même si c'est un seul mot, ça c'est bon. Ça ne sert à rien de faire le blablabla si personne ne retient rien. Le sens de la communication est dans la réponse. Elle déclenche. C'est pour ça que nous, en PNL, nous faisons les techniques pour provoquer le changement chez l'autre. La personne réagit. Et c'est la réaction de la personne qui fait le sens de la communication. C'est très important. La flexibilité. Ce matin, on a commencé en retard et vous avez fait preuve de flexibilité. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres ne dépendent pas toujours de nous. Alors, on nous enseigne ici d'être flexible pour rencontrer l'autre dans son modèle du monde. Parce que chacun vit avec son modèle du monde. Je ne peux pas dire que c'est comme ça que les choses doivent être faites, pas autrement. Je vois les problèmes. Alors, il faut être flexible pour rencontrer l'autre dans son modèle du monde. Parce que la carte n'est pas au territoire. Il a sa carte, j'ai ma carte. Alors, si je veux qu'on chemine, il faudrait que je sois flexible. Que je mette un peu de l'eau dans mon vin, parfois un peu, pour qu'on puisse cheminer ensemble. Sinon, les relations interpersonnelles seront très difficiles. L'être humain est plus complexe que tout ce qu'on peut dire. Même lorsque je vous ai parlé de la complexité, l'être humain est encore plus complexe que ce que j'ai dit. L'être humain est complexe, hein? Même lui-même ne se comprend pas. Mais regardez, moi je vous dis, regardez la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est passée dans ce pays-ci. Voilà un entraîneur qui n'a pas réussi à gagner la Guinée équatoriale, qui gagne tous ses matchs au championnat de France. Tous ses matchs. Gasset les gagne tous. Que ce soit Coupe d'Europe, il gagne tout. Comment il n'a pas réussi à gagner la Guinée équatoriale avec les joueurs de deuxième division en Espagne? Les gars de Guinée équatoriale là. Personne ne joue dans un grand club. Allez-y comprendre quelque chose. La vie est complexe, hein? Petit marteau casse. Je ne dis pas que Côte d'Ivoire c'est gros caillou, mais... Donc, l'être humain est très complexe. Le cadre dans lequel une situation est perçue détermine le sens qu'on lui accorde. Donc, la PNL nous parle du cadre. Donc, si je dis quelque chose dans un cadre privé, n'accorde pas le sens. Ça n'a pas le même sens que si je le disais dans un cadre public. Dans le privé, je peux dire des choses que je ne veux pas dire en public. Ce n'est pas que je... C'est parce que dans la vie, c'est ça, les gens disent souvent, oh, tu avais dit ça. Calme-toi. Le cadre dans lequel la situation est perçue détermine le sens. C'est dans un cadre. Et parfois aussi, lorsque tu changes de cadre, tu changes de sens. Lorsque tu changes de cadre, tu dis quelque chose dans un cadre. Je prends un exemple. Moi, je suis un diacre, on nous a demandé l'Église nous a demandé d'accompagner les personnes, les couples de même sexe, en les bénissant. Notre évêque nous a dit, bénissez-les s'il vous plaît. Et moi, comme diacre, je vais les bénir. Mais si je viens ici, mon Seigneur me dit, ne les bénissez pas s'il vous plaît, je ne vais pas les bénir. Le cadre, le contexte. C'est très important. Très important. Sinon, on va se mettre en guerre pour rien. Pour rien. Le cadre est très important. Donc, si tu es à Rome, fais comme les Romains. Si tu es à Djamé, fais comme les gens d'Adjamé.
Et quand tu rentres chez nous à Yop, fais comme le pays voisin qu'on appelle Yopougon là. Fais comme les gens de Yopougon. Parce que le cadre est important, très important. Et moi, je suis un gars Yopougon, et donc quand je parle de Yop, c'est chez nous. Et voilà un frère de Yop, il applaudit. Voilà. Alors, le dernier postulat, c'est Mandela qui aimait répéter ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Il n'y a que l'apprentissage. Il n'y a pas. Chacun d'entre nous ici peut revoir sa vie. Le nombre de fois qu'on lui a dit non, non, non. S'il restait couché, il ne serait pas là aujourd'hui où on est. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que les apprentissages. Et monsieur Dr Clément, n'est-ce pas? Les apprentissages, on apprend, il n'y a pas d'échec. C'est pour ça que quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, c'est un apprentissage. Mandela disait, je n'échoue jamais, soit j'apprends ou je gagne. Soit je gagne ou j'apprends. Je n'échoue jamais. De toute façon, nous sommes toujours en train d'apprendre quelque chose. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que du feedback. Voilà les 15 postulats que je viens de vous présenter de manière très rapide. Juste pour que vous ayez... Sachez que la PNL est fondée sur les croyances qu'on appelle les postulats. Et nous avons présenté 15 postulats. Question avant qu'on ne... Il est quelle heure? J'espère que le repas ne va pas refroidir. D'accord. Donne-moi, et puis je termine le cadre. OK? Oui. Maintenant, la PNL se fait dans un cadre. C'est-à-dire, on ne fait pas la PNL en désordre. Hein? On se lève le matin, on commence à dire on fait la PNL. Non, 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 non. Il y a une méthodologie, il y a un cadre. Et le cadre PNL s'appelle le cadre objectif. C'est-à-dire, on fait la PNL parce qu'on veut atteindre les objectifs. Ce n'est pas parce qu'on veut bavarder. On veut atteindre les objectifs. Objectifs personnels, professionnels, spirituels, peu importe. La PNL, c'est un outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Je sais que la DRH est là et sait que les objectifs, c'est important. C'est le langage qu'elle comprend très bien. Oui. Alors, le cadre objectif, voilà rapidement le cadre objectif de la PNL qui est devant vous. On part toujours de l'état présent. L'état présent, c'est où je me situe aujourd'hui. Ce qui est là pour moi. C'est ce qui est là pour moi. L'état présent, c'est quoi? C'est peut-être j'ai chaud. C'est mon état présent. Et qu'est-ce que je veux? J'ai chaud et je ne veux plus avoir chaud. Alors là, je désire quelque chose. C'est l'état désiré. Donc j'ai chaud. J'ai chaud ici. C'est l'état présent. C'est la situation actuelle. Mais je ne veux plus avoir chaud. Qu'est-ce que je veux à la place? Ici, je veux un peu d'air frais. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir de l'air frais? Il faut peut-être ôter des choses, c'est-à-dire enlever quelque chose, ou alors il faut ajouter quelque chose. C'est important. Dans la vie, quand tu veux quelque chose, soit tu ôtes quelque chose, ou tu ajoutes quelque chose, ou même les deux. Et dans ce que tu veux ôter, il y a des choses à ôter en toi-même d'abord. Il ne faut pas toujours dire que c'est les autres qui vont... Peut-être que tu as chaud parce que tu as porté un gros manteau du Canada à Abidjan. Mais c'est normal que tu aies chaud. Enlève le manteau, tu verras que tu auras plus chaud. Il faut d'abord commencer. Il ne faut pas dire la salle n'est pas climatisée. Enlève, commence d'abord par enlever ton manteau. Donc c'est important. Toi-même d'abord, il y a les obstacles. Donc tu vas ôter les obstacles. Il y a aussi les obstacles externes, les choses qui sont à l'extérieur de toi-même. Tu peux aussi ôter les choses. Par exemple, ouvrir les portes pour que l'air circule. Peut-être. Tu peux faire des choses parce que tu as chaud. Mais, alors, quand tu veux atteindre un objectif, il y a des choses qu'il faut enlever, c'est vrai. Il y a aussi des choses qu'il faut ajouter. Si je veux m'installer en Côte d'Ivoire comme école, il y a des choses que je dois faire. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu dois ajouter? Il y a des choses que tu dois faire à l'intérieur de toi-même. On appelle ça les ressources internes. Il y a aussi des choses que tu dois chercher à l'extérieur de toi-même, les choses externes. Par exemple, à l'intérieur de moi-même, je dois comprendre la société ivoirienne. Je dois m'assurer que j'ai les compétences, parce que ce que les gens vont acheter, ça sera la valeur.
Est-ce que j'ai une valeur que les gens ici en Côte d'Ivoire voudront acheter? Ça, c'est important. Puis, il faut chercher les ressources extérieures. Là-bas, c'est l'argent, c'est les partenariats. Tout à l'heure, on a un partenaire stratégique qui est NDP, par exemple. C'est les partenariats, c'est l'information, toutes sortes de choses. Donc, ouais, ça, c'est des choses que vous connaissez. Sauf que quand vous appliquez ça en PNL, c'est tellement puissant. Ce qui manque aux humains, c'est la structure. C'est la structure. Les gens n'ont pas la structure. C'est-à-dire, parfois, on vit comme ça, on n'a pas une structure. Une fois qu'on a une structure, les choses marchent. Donc, la PNL, c'est un cadre. Donc, le cadre objectif nous donne la structure. Quel soit ce que je veux faire, j'utilise la structure, ça marche. Parce qu'il y a les gens qui l'ont fait avant. Ils ont été modélisés. On a vu comment ils ont fait pour réussir. Maintenant, si je fais ça, je vais réussir. Tout simplement. OK? Très bien. Alors, je ne sais pas si... Je vais te dire rapidement qu'un autre outil aussi que la PNL nous donne, en plus du cadre objectif, c'est le VACOG. Le VACOG, c'est quoi? Ce sont les modes sensoriels de perception. Je perçois ma réalité par mes sens. La PNL utilise les 5 sens. Tellement puissant, cet outil, les sens. Si tu réussis à utiliser tes sens de manière optimale, tu vas obtenir la vie. C'est pour ça que Dieu nous a donné ça. C'est la porte d'entrée de chaque être humain, sont ses sens. Là, vous voyez, il y a les yeux, il y a le nez, il y a les oreilles, il y a la bouche, et puis il y a aussi le toucher. Et la PNL nous donne les outils, comment on utilise de manière optimale ses sens. Ça, c'est très, très important. Très, très important. OK? Alors, comment moi je construis dans ma carte du monde? On a dit tout à l'heure que la carte n'est pas un territoire. Mais comment on fait pour construire sa carte du monde? Vous allez le voir pendant la formation, je le dis en 1 minute, rapidement. C'est que chaque être humain, au contact de la réalité, fait passer la réalité par ses filtres. Nous avons tous ces filtres. Hein? Les filtres sont d'abord culturels, ils sont neurologiques, ils sont culturels, ils sont socioculturels, ils sont individuels. J'ai mes propres filtres. Ça peut être mes principes, ça peut être mes croyances, ça peut être mon éducation, ça peut être mes valeurs. Donc tout ce que je reçois passe par ces filtres-là. En cela, la carte ne peut pas être un territoire. Parce que mes filtres ne sont pas tes filtres, par exemple. Tu as tes filtres, j'ai mes filtres. Donc ça, c'est important. Et lorsque ça passe par ces filtres-là, la réalité n'est plus la même réalité. Ça devient une partie de la réalité. Parce que j'ai à filtrer beaucoup de choses. J'ai à filtrer. Selon que j'ai la sympathie pour madame, ou pas, ce que je vais dire d'elle à mon ami va être teinté par ce filtre-là, qui est le filtre sympathique que j'ai pour elle ou pas. C'est pour ça qu'on dit souvent, il dit la vérité. Mais il a dit ça, C'est pas la vérité. Parce que si j'ai la sympathie pour mon Seigneur, c'est sûr, comme c'est d'ailleurs le cas, je vais toujours dire du bien de lui. Mais il y a aussi des gens qui peuvent ne pas dire du bien de lui. Ne soyons pas surpris, on va dire, mais pourquoi les gens ne disent pas du bien de lui, alors que tout le monde sait qu'il est bien? C'est la carte n'est pas le territoire, chacun a sa carte. Donc, la réalité devient une partie de la réalité. Et cette réalité passe par une deuxième catégorie de filtres qu'on appelle les généralisations, les sélections, les distorsions. C'est-à-dire, chaque être humain généralise. Puisque si on généralise, on ne peut pas communiquer. Ils sont obligés de généraliser pour qu'on comprenne. Première chose, généralisation. Deuxième chose, sélection. C'est-à-dire, je sélectionne ce que je te dis. On ne dit jamais tout. Quelqu'un dit, dis-moi tout. Comment il peut te dire tout? Il peut te dire tout. Et puis, il y a la distorsion. La distorsion, c'est que chaque être humain tord la réalité pour la faire correspondre à ce qu'il souhaite. Nous faisons tous comme ça. Je vais tordre un peu la réalité. C'est la distorsion, c'est naturel. Ce sont les filtres que nous avons. Donc, imaginez donc quelque chose qui est passé par ces filtres-là. Et ça passe aussi par le VACOG. Ça devient une petite partie de la réalité. Avec ça, on comprend que la carte ne peut pas être un territoire. Donc ce que je te dis là, c'est comme ce que je vous enseigne là. C'est aussi passé par les filtres. Quelqu'un d'autre va venir enseigner la PNL, il va enseigner différemment avec ses mots, avec son expérience, etc. Vous comprenez pourquoi on dit bienveillance, respect, amour inconditionnel, non-jugement. Parce que ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Écoutez, ce matin, il y avait l'homélie. Écoutez 3 prêtres prêcher. Le même texte, le même texte évangile, mais ils ne disent pas la même chose. Mais c'est parce que ça passe par les filtres de chaque personne.
C'est hein, mon père. Voilà. Donc, ce sont nos filtres. Et ça, c'est très important. La PNL nous donne accès à ça et nous permet aussi de comprendre que notre inconscient, c'est notre trésor. Je vais m'arrêter là pour prendre s'il y a 2 questions avant qu'on ne... Je ne sais pas.